Je crois que j'ai une photo après. Voilà, là sur cette photo, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce qu'on trouvait comme desmodium. Des fois aussi, selon le stade, c'est pas forcément facile de les identifier. Donc là, je pense qu'on a du barbatum, celui qui fait des graines barbues. Le triflorum, relativement petit, qui restera. Celui-là, je pense que c'est un hétérophyllum, mais je n'en suis pas sûr. Donc voilà, vraiment pour vous montrer la diversité des desmodiums et de leur taille. Sans oublier les espèces de légumineuses arbustives aussi, qui peuvent présenter un potentiel intéressant, en particulier en afforagement en verre. Donc comme les gliricidia qu'on trouve parfois sur le bord des chemins, l'acacia mangium. Thibaut a travaillé un petit peu là-dessus pour l'alimentation des petits ruminants. Je vous mets quelques valeurs alimentaires là pour vous dire qu'en fait, je ne suis pas sûr que les valeurs alimentaires de ces légumineuses soient vraiment les facteurs discriminants qui doivent nous permettre de choisir telle ou telle espèce si on veut en introduire dans des prairies. Je pense qu'il faut avant tout raisonner le choix d'une légumineuse sur leur comportement au pâturage et leur pérennité, pour ne pas avoir à les ressemer régulièrement. Mais sinon, en termes de valeur, effectivement, on tourne entre 18 et 25% de protéines brutes et 55 à 70% de digestibilité pour la majeure partie de ces légumineuses. Deux espèces en particulier qui sont régulièrement introduites à la création des prairies, encore une fois, le Calopogonium mucunoides et le kudzu, son nom latin Pueraria phaseoloides, qui sont souvent confondus parce que c'est aussi deux légumineuses qui sont trifoliées, très rampantes, même des lianes qui arrivent à grimper sur d'autres arbres. Mais le kudzu a quand même des feuilles beaucoup plus grandes que le Calopogonium. Vous pourrez les comparer sur l'herbier, on voit bien la différence quand même. Donc ouais, vraiment deux espèces intéressantes à la création des prairies, qui recouvrent vraiment le sol, qui permettent un petit peu d'étouffer le recrue forestier et qui sont relativement bien pâturées encore une fois. En revanche, elles sont très peu pérennes, c'est-à-dire au bout de quelques pâturages, elles ont tendance à disparaître. Les stylosanthes, pareil, on a beaucoup d'espoir dessus parce que, entre autres, le guyanensis, le stylosanthes guyanensis, c'est une variété, enfin une espèce que l'on retrouve cultivée dans beaucoup de pays tropicaux, mais qui n'est pas du tout produite ici. Alors qu'elle porte quand même le nom guyanensis, c'est pas pour rien, parce qu'elle est originaire d'Amazonie. Alors un autre que je vous ai mis en photo ici, c'est le Campo Grande. En fait, c'est une sélection, un croisement de deux espèces de stylosanthes. Ça a été fait par les Brésiliens. Et donc oui, en termes de biomasse, c'est beaucoup plus productif aussi que le naturel, le guyanensis. Il faut voir, le Cétium l'utilise beaucoup sur ses parcelles de combi. Il faut voir en termes de pâturage ce que ça peut représenter. Apparemment, le Campo Grande avait bien marché aussi chez Antonio et Johanna Farias, dans une parcelle de fauche, donc qui était peu pâturée. Il faut voir comment il peut se maintenir sur des parcelles comme ça. En tout cas, il a des valeurs relativement intéressantes. Encore une fois, il y a des échantillons dans l'herbier. Donc les desmodiums que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc pareil, une grande diversité, qui arrivent même sous l'effet du pâturage à se régénérer et à rester dans la prairie. Donc c'est leur intérêt, c'est qu'à moindre coût, on peut avoir des légumineuses. En particulier l'ovalifolium qui est représenté ici, qu'on verra certainement tout à l'heure, donc qui arrive vraiment à faire des couverts assez importants, même des hauteurs jusqu'à presque 1 mètre, je dirais, et avec des valeurs très intéressantes. Donc je pense que c'est une légumineuse sur laquelle il faut vraiment qu'on travaille si notre objectif est d'enrichir en légumineuses nos prairies. Là aussi, pour citer l'Arachis pintoi, qui est donc une sorte d'arachide, qui fait un tapis relativement compact et très couvrant en fait, et qui limite le développement d'autres espèces. On voit que c'est relativement homogène, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui pousse à travers ça. J'espère qu'on pourra aller en voir tout à l'heure, Hugues, dans tes parcelles qui sont au fond. Apparemment, ça a l'air de se dégager, donc ce serait bien. Et par contre, en termes de potentiel fourragé, on ne sait pas si c'est vraiment très important parce qu'on a l'impression qu'il y a peu de biomasse produite, en tout cas à l'année, dessus. Pour citer aussi d'autres fourragères, parce qu'il n'y a pas que des légumineuses et des graminées qui sont fourragères quand même. Celle-là, c'est Ludwigia octovalvis, qui a tendance à rougir. Là, en saison sèche, on la voyait très rouge et qui pousse parfois dans le kikuyu, parfois sur les chemins. Donc pareil, en termes de biomasse, ce n'est pas très important.
mais je vois entre chez Marjolaine et chez Hugues, on en trouve quand même un petit peu. Et c'est bien consommé. Je pense que ça a des taux de protéines relativement importants aussi. Mais bon, on n'a pas trop de références là-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les graminées et les légumineuses qui peuvent apporter un fourrage. Rapidement sur les principales adventices, donc mauvaises herbes, je tiens quand même à dire que c'est une notion assez subjective, hein, mauvaises herbes. Comme je viens de vous le dire, là dans les espèces de mauvaises herbes, vous allez peut-être trouver de la Mimosa pudica, donc la sensitive, qui va être consommée par des animaux. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le degré de nocivité. Donc les sensitives, puisque ces deux espèces sont des sensitives, Mimosa pudica, donc celle qui est vraiment très mobile quand on la touche, et la Mimosa pigra, qui devient en général beaucoup plus haute, avec des grosses épines et des feuilles beaucoup plus larges, et qui est consommée également. Les cyperacées, alors là, vraiment une très grande famille. Là, je vous mets que 3 exemples, mais je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines. Le Bulbostylis dont je vous parlais tout à l'heure, qui reste relativement rare, qu'on trouve dans des savanes ou dans des prairies issues de savanes, donc qui peut pousser sous un couvert de kikuyu. Le Kilinga, celui-là, c'est celui sur lequel on a quand même quelques inquiétudes, parce qu'apparemment depuis quelques années, il a tendance à coloniser de nombreuses parcelles en kikuyu. Et en fait, la difficulté, c'est que ces cyperacées, en fait, on leur réserve dans un bulbe, et c'est très difficile de se débarrasser de ce bulbe. Apparemment, il y a peu d'herbicides qui sont suffisamment efficaces pour lutter contre. En termes de pratique, c'est pareil, c'est difficile mécaniquement de pouvoir lutter contre ces bulbes. La chaux peut-être, sauf que j'ai peine à croire qu'on arrive à tuer ces carex-là rien qu'avec de la chaux. Peut-être limiter leur expansion, mais les tuer, j'en doute. Donc il y aurait vraiment un travail à faire dessus. J'ai noté quelques références d'herbicides qui sont utilisés en riziculture, entre autres en Camargue. Voilà, ce serait juste pour faire des essais, mais je pense qu'il y a vraiment des méthodes, parce que si on se met à lutter contre ça avec des herbicides, on n'a pas fini de dépendre des herbicides non plus. Cyperus ligularis, qu'on trouve souvent sur des sols de savane et forêt d'ailleurs, mais qui lui peut devenir très très grand pour l'occasion, mais qui reste en touffe, quoi, qui n'a pas tendance à coloniser en tapis épais. 2-3 autres espèces qui ont retenu mon attention. Une typique de sol de forêt, enfin de recrue forestier même, la Chromolena odorata, qu'on retrouve vraiment sur une forêt qu'on vient de couper, qui va repousser très très vite, un petit peu comme le bois canon. Donc c'est une composée qui peut faire 2-3 mètres de haut. Une autre que je mets ici parce qu'on l'a identifiée l'autre jour avec Thibault Lager. On s'est rendu compte que des éleveurs de petits ruminants en avaient et elle ferait avorter des animaux. Et effectivement, c'est avéré, il y a eu des recherches dessus qui prouvent que ça pourrait avoir un effet sur l'avortement des animaux. C'est la Vedelia triloba. On la retrouve aussi dans des prairies à bovins. Et donc, je ne sais pas si jamais vous voyez peut-être des avortements qui vous paraissent suspects ou quoi, peut-être à mettre en relation avec la présence de cette herbe. C'est aussi pour l'anecdote, hein, il y en a quand même rarement des grands couverts. J'en ai vu chez 2 ou 3 éleveurs, mais voilà, à vérifier. Sida acuta aussi, qu'on retrouve, qui n'est pas très très courante, mais qu'on retrouve dans quelques élevages. Sur sol de savane, on repère des prairies qui sont soit mal implantées, soit des prairies anciennes, mais qui sont dégradées et qui retournent à un état de savane naturelle. Entre autres sur savane séchante, où on va trouver de la Rhincanthera grandiflora. Ce sont des grandes plantes de savane avec des fleurs roses-violettes, un petit peu collantes. Les feuilles sont collantes. Et des Bulbostylis, donc ces petits carex très rares. Donc ça, c'est vraiment typique de savane séchante. Donc elles peuvent être pâturées, hein, mais ça présente quand même un potentiel fourrager relativement faible. Et par contre, on a la capacité quand même de refavoriser les graminées là-dessus. Si elles ont relativement disparu, on peut les replanter, et en général à condition d'amender et d'aérer le sol. Donc il y a ces savanes séchantes, et il y a aussi les savanes qui pour le coup sont beaucoup plus humides, les savanes inondées dans lesquelles on retrouve des joncs, un petit peu, bon, on pourra en voir tout à l'heure près de la route, et où vous voyez, là c'est justement une savane qui a été plantée dernièrement, et dans lequel on voit que du kikuyu ou du tanner commence à se développer. Vous voyez des taches vertes dessus. Mais ça reste quand même un faciès que j'appellerais savane inondée pour le coup. On passe maintenant aux prairies qui sont spécifiques sur sol de forêt.
Là, c'est vraiment un exemple très anecdotique, mais j'ai trouvé des prairies donc, qui ont été déforestées. Là, c'était en l'occurrence une prairie assez ancienne qui avait une vingtaine d'années, mais qui n'a jamais été semée après le déforestage. Par contre, les adventices ont été contenus, à la fois manuellement et chimiquement. Et du coup, c'est des prairies sur lesquelles ont été sélectionnées des graminées naturelles. Entre autres, celle-ci, c'est Axonopus compressus, qu'on retrouve souvent aussi dans les milieux très tassés, sur des bords de route ou dans des cours. Devant la paysanne de Guyane, c'est ce qu'on retrouve aussi. Et je pense qu'il y a quand même un potentiel fourrager qui n'est pas négligeable sur ces espèces, parce que l'éleveur qui en a, sans aucun kikuyu ni rien, arrive à bien nourrir des animaux, à avoir des chargements relativement importants. Donc, des graminées naturelles dont il ne faut pas négliger le potentiel fourrager. Et aussi celle-ci, qu'on retrouve souvent par touffe, le Digitaria horizontalis, qu'on retrouvait sur les mêmes parcelles. Voilà, c'est vraiment pour l'anecdote. En termes de surface, ça ne représente pas grand-chose, mais on peut avoir des prairies sans semer, sans planter. Encore une fois, là, on reste sur les sols de forêt. Je vous propose un type de prairie qui est assez éphémère, dans le sens où c'est vraiment la prairie d'abatis, ce que j'appelle prairie d'abatis. Donc sur un abatis jeune, donc une forêt qui vient d'être coupée manuellement, donc sur laquelle on trouve encore des souches. Donc la mécanisation est relativement difficile, on ne peut pas girobroyer, pas d'amendement non plus. En plus, c'est des sols de forêt donc, qui sont relativement riches, au moins les premières années. Et sur laquelle donc, on va avoir des adventices comme Chromolena odorata qu'on a vu tout à l'heure, souvent des aubergines qui poussent aussi sur ces recrues, les solanums, ce qu'on appelle les solanums, et en général sur lesquels on introduit aujourd'hui du kikuyu, donc Bracharia huminicola, et aussi des plantes de couverture, donc soit légumineuses, Calopogonium et kudzu, soit des panicums qui vont pousser relativement vite, panicum maximum, qui vont pousser relativement vite, ou du riz, des choses comme ça, en attendant qu'en dessous, le kikuyu puisse prendre la place. Donc ça me paraissait vraiment un type à part qui ne dure pas très longtemps. Hein. Peut-être qu'en 2-3 ans, on aura une prairie de kikuyu monospécifique après, mais au moins un état transitoire. Ensuite, j'en viens à des prairies qu'on retrouve indifféremment sur sol de savane ou de forêt, mais que j'ai plutôt traité sous l'entrée espèce. Donc, entre autres, là pour des prairies monospécifiques. Je dis monospécifiques dans le sens où la graminée en place va être vraiment très dominante sur toutes les autres espèces, que ce soit espèces d'adventices ou autres espèces de fourragères. Donc, la prairie monospécifique à Brachiaria huminicola qu'on retrouve vraiment souvent, je l'estime à peu près 21% des surfaces en Guyane, sur lesquelles en général est apporté un amendement régulier, presque annuel, d'environ 30 unités de phosphate et 200 de CaO. Bon, ça c'est peut-être un petit peu élevé par rapport à la moyenne. Mais un amendement régulier. Une lutte régulière aussi contre les adventices, que ce soit par girobroyage ou manuellement. Et ce sont généralement ces parcelles qui sont fauchées. Donc, le peu de parcelles de fauche qu'on retrouve en Guyane font souvent partie de ce type. Et avec des intensités de chargement de l'ordre de 1000 à 1500 kg instantanés. Bon, c'est vraiment des références par rapport à ce que j'ai vu moi en Guyane, hein, mais je pense qu'on peut avoir des prairies monospécifiques avec une gestion qui est différente de celle que je vous propose là. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote aussi. On a parlé du lukuntu tout à l'heure. C'est vrai qu'on retrouve quand même des surfaces assez importantes en lukuntu pur, donc dans le sens où il y a très peu d'adventices dedans, pas d'autres graminées dessus. C'est quand même pas des surfaces très très grandes. Et souvent la mécanisation est difficile parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà des tapis de lukuntu, ça fait souvent des bosses. Donc c'est vraiment très difficile à mécaniser. Une autre prairie monospécifique, donc, que j'appelle donc, en Echinocloa polystachya, Y d'ailleurs à polystachya, c'est pas un I à la fin. Donc ouais, si elle est vraiment bien conduite, on peut arriver à des couverts qui permettent de limiter le développement de carex. C'est souvent des carex qu'on trouve avec cette plante-là. Mais si c'est bien géré, si on lui laisse le temps de pousser, on trouve vraiment des prairies qui sont très homogènes en Echinocloa polystachya. Ça représente à peu près 10% des surfaces à l'échelle des exploitations du réseau de référence. Et un potentiel fourrager à l'hectare qui est relativement important, en plus dans des zones basses relativement riches, mais ça demande une gestion légèrement différente du kikuyu. J'arrive à des prairies
que j'appelle multispécifiques pour le coup, et entre autres celle-ci, donc prairie à brachiaria riche en fabacées, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, où les desmodiums, en général des desmodiums, peuvent avoir des valeurs, des contributions spécifiques de l'ordre de 40%. Donc si on fait notre relevé linéaire, on va compter, on va avoir jusqu'à 40% de légumineuses le long de ce relevé linéaire, ce qui est relativement important. En termes de biomasse, ce ne sera pas 40% de la biomasse, mais ça peut être quand même un pourcentage relativement important de biomasse. Et sur ces parcelles, on note quand même un amendement phosphaté et calcique régulier. Je n'ai pas vu de parcelles riches en légumineuses pour lesquelles on n'amendait pas. C'est peut-être possible, mais je ne l'ai pas vu. Un autre type de multigraminées, ce que j'appelle les zones basses en tanner, echinocloa, panicum laxum dans une moindre mesure et limenax en plexicolis. Ça c'est pareil, j'en ai vu beaucoup dans l'ouest. Marjolaine a une parcelle un petit peu comme ça, mélangée, echinocloa, tanner. Donc voilà ce que je regroupe là-dedans. Donc des zones basses, avec des adventices qui sont principalement des joncs et des cyperacées également. C'est un petit panicum que j'ai trouvé pareil à Terre Rouge. Je dois l'avoir ici. C'est un petit panicum, ça ne devient pas très haut, mais qu'on trouve quand même dans les zones basses et qui était vraiment important à Terre Rouge. Ils en ont beaucoup dans les rizières. En termes de biomasse, ce n'est pas très important, hein. Ça ne fait pas des grosses cannes comme l'echinocloa. Mais voilà, c'est que je l'avais trouvé. Bon, c'est quand même un faciès Terre Rouge, on va dire. Là, j'ai pas de photo parce que c'est une parcelle que je voudrais qu'on aille voir là tout à l'heure. En multigraminée, c'est une des rares prairies où le kikuyu est vraiment associé et mêlé avec d'autres espèces. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez exceptionnel. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille justement là-dessus et savoir comment on peut arriver à avoir des prairies multigraminées avec du kikuyu. Homogène. C'est-à-dire pas le kikuyu d'un côté et le lukuntu de l'autre, mais là vraiment mêlé et en plus avec des légumineuses. Donc voilà, j'espère qu'on pourra vraiment discuter de cette parcelle tout à l'heure. En termes de surface, c'est pas très important, mais je pense que c'est vraiment complémentaire d'avoir différentes graminées sur ces parcelles. L'une qui va peut-être être plus exprimée en saison sèche, l'autre plus en saison des pluies. Et enfin, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, si on veut avoir un système fourrager assez robuste. Et puis ensuite, j'ai fait des catégories en fait, de prairies qui sont dégradées. Donc d'une part du kikuyu dégradé par le kilinga dont on a parlé tout à l'heure, qui représente quand même 5% des surfaces. Je ne pensais pas que c'était tant, mais c'est relativement important. Bon, toutes les surfaces ne sont pas envahies comme ça par du kilinga, mais on le retrouve quand même sur de nombreuses surfaces. Et encore une fois, on pose la question des moyens de lutte. La prairie en Bracharium idicola dégradée, mais cette fois-ci par des Mimosa pudica et des Spermacos verticillata. Donc, pareil, des adventices qui peuvent vraiment prendre la place du kikuyu, malgré que le kikuyu soit très agressif. Si on ne le gère pas d'une certaine manière, on arrivera peut-être à des couverts comme ça. Et ça représente, bon là c'est un cas extrême aussi, mais selon les bornes consommées dans le degré de dégradation, on peut arriver jusqu'à 17% des surfaces à l'échelle du réseau de référence. Moi je m'étais fixé comme borne à partir de 35-40% de degré de dégradation, je considérais que c'était une prairie dégradée. D'où ces chiffres-là. Mais ces parcelles-là, si on estime que le degré de dégradation est à partir de 60% d'adventices, dans ce cas-là, ce chiffre-là, il sera beaucoup moindre. Et les parcelles que j'ai appelées tout à l'heure monospécifiques en kikuyu, les surfaces en monospécifiques en kikuyu seront beaucoup plus importantes. Prairies à décubens ou à rudzi, voire même à Digitaria swazilensis, je les ai mis là dans le sens où on note des degrés de dégradation assez similaires en fait, sur ces différentes espèces. Et donc, j'en suis pas très content de ce faciès-là, enfin de ce type-là, parce que c'est un peu fourre-tout, mais on le retrouve quand même, en tout cas pour le décubin, c'est le rudzi, sur des pentes ou des zones hautes, relativement dégradées, sensibles à la sécheresse, et des adventices assez nombreuses, et en particulier sensitives et tête nègre.
malgré des girobroyages réguliers. D'ailleurs, girobroyage, c'est pas forcément parce qu'on girobroie qu'on va limiter l'embroussaillement, mais parfois on girobroie et on disperse les graines, donc on favorise l'expansion de ces mauvaises herbes. Voilà, donc ce faciès là, il y a quelque chose à faire, mais comme le svase représente très peu de surface, je l'ai mis là-dedans. Voilà un petit peu la classification que je vous propose. Et pour chacun de ces types, je pense qu'il y a effectivement des pratiques plus ou moins adaptées, des amendements à apporter dans un cas qui ne sont pas nécessaires dans l'autre. Donc il faut vraiment qu'on arrive à raisonner ça. Et c'est un petit peu les espoirs qu'on a sur l'avenue de l'ingénieur fourrage qui devrait travailler là-dessus. Donc justement, je mettais quelques propositions suite à l'étude qu'on a menée, à la photographie qu'on a à l'heure actuelle. Et entre autres, donc pour son travail, on pensait à plusieurs orientations, à commencer par une identification des principales pratiques qui permettent justement d'expliquer l'évolution des couverts, comme tu le disais Thibaut, et aussi l'estimation du potentiel et des qualités fourragères de chaque type que je vous ai montré là. Donc ça se ferait par un suivi de l'état et de la composition botanique de certaines prairies sélectionnées, donc que j'ai présélectionnées, dont on pourra discuter aussi. Donc un suivi précis à la fois en termes de planning de pâturage, de chargement, des données qu'on n'a pas forcément à l'heure actuelle, donc du suivi botanique aussi, de cette évolution botanique de ces parcelles. J'aimerais bien aussi qu'on puisse caractériser et vraiment décrire la spécificité de chaque espèce fourragère en termes de productivité, de sensibilité, d'adaptation et aussi de complémentarité entre espèces. Ça, c'est un travail qu'on pourra mener. Sur la fertilisation en particulier, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui serait intéressant, c'est au-delà de travailler sur des analyses de sol et de se dire qu'est-ce qu'il faut apporter au sol, pourquoi ne pas travailler sur des analyses foliaires, voir quelles sont les carences de la plante et apporter ce qui manque à la plante et non pas ce qui manque au sol. C'était une discussion qu'on a abordée en formation MAE. Donc ça, je ne sais pas si ça rentrera dans le cadre d'ICA ou dans un autre cadre, mais en tout cas, il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. Et en termes de vulgarisation, donc là, le travail n'est quand même pas abouti. Moi, je vais continuer